Tous les 10 ans, on a vu doubler le nombre de maladies allergiques dans la population. On est parti de quelques petits pourcents dans les années 40-50 pour arriver à près de 40% dans les pays les plus développés à la fin des années 90. On a l'impression que ça commence à être un peu en plateau, c'est-à-dire ça ne continue pas à monter comme ça. Mais enfin, quand une maladie ou un ensemble de maladies touche près de la moitié de la population, on ne peut pas dire que c'est une maladie négligeable ou rare. On a vu aussi la même augmentation, et un peu pour les mêmes raisons et dans les mêmes zones géographiques, des maladies auto-immunes, qui ont été aussi évoquées avant. Donc ça, c'est un fait. Et donc on s'est préoccupé de savoir pourquoi ces maladies augmentaient. Et on a assez vite repéré qu'il y avait de la différence entre les urbains, qui étaient plus allergiques, et les ruraux, qui l'étaient moins. C'est d'autant plus surprenant qu'une des grandes maladies de l'allergie, c'est le rhume des foins, et que par définition, c'est bien les ruraux qui sont les plus exposés au foin. Donc là, il y a un paradoxe. En fait, quand on a commencé à regarder de près, on s'est aperçu que ce n'était pas parce qu'il y avait des choses mauvaises dans la ville qu'il y avait plus d'allergiques, mais parce qu'on avait perdu des choses bonnes de la campagne. Et donc, a émergé l'idée que cette vie à la ferme était importante. Et quand ils ont creusé un petit peu plus dans leurs études de comparaison, chez des enfants des écoles, les enfants des écoles, donc on essayait de se souvenir comment ils avaient vécu, comment leurs parents avaient vécu et tout ça. Et on compare, c'est ce qu'on appelle des études transversales en épidémiologie. On a vu émerger deux facteurs. La naissance et la vie à la ferme, donc avoir des parents qui avaient une ferme d'élevage, essentiellement c'est une ferme d'élevage, et puis être en contact avec les animaux, pour la mère et pour le jeune enfant. Et puis, à côté de ça, et ça a été un peu la surprise, je dois dire, mais les questions avaient été posées, donc ça s'est sorti du chapeau, la consommation de lait cru. Et donc, beaucoup de collègues en Europe et dans le monde entier, d'abord en Europe, puis dans le monde entier, ont essayé de reproduire ces études. Et je dois dire que, sauf peut-être une étude sur une quarantaine, toutes ont été convergentes sur ces facteurs de risque. Mais malgré ça, personne ne voulait y croire. Pourquoi ? Parce que la vie à la ferme, ça ne pouvait pas être si bon que ça. C'était pas un progrès. Et puis que le lait cru, ça faisait encore plus désordre, parce que par définition, c'était quand même pas un truc très recommandable. Donc il fallait essayer de faire une étude scientifiquement plus solide. C'est la raison pour laquelle on a monté cette cohorte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cohorte ? C'est on prend des gens dans une population et on va les suivre dans le temps. C'est-à-dire que là, dans le cas précis, 5 pays se sont mis sur cette étude, Allemagne, Autriche, Finlande, France et Suisse, les régions d'élevage. Et donc, dans chaque région étudiée, donc une région par pays, on a pris 100 enfants, enfin 100 familles, parce que les enfants n'étaient pas encore nés, c'était à la fin de la grossesse de leur mère, dernier trimestre. Donc 100 enfants vivant dans la ferme, comparés dans chaque région à 100 enfants vivant dans les mêmes zones rurales, mais ne vivant pas dans une ferme. Alors, il y a eu des milliers de questions posées dans des centaines de questionnaires. Ces familles sont exemplaires parce qu'on en a encore 70% maintenant, 17 ans plus tard. On va revoir les enfants, enfin nos collègues allemands, autrichiens ont commencé à les revoir en 2019, fin 2019, nous on va les voir en 2020. On a pu faire des prises de sang des parents évidemment, au sang du cordon. À chaque naissance on récupérait les cellules immunitaires de l'enfant.
Et puis ensuite à 1 an, à 3 ans, à 6 ans, à 10 ans, et on va refaire des prélèvements et faire des études de leur maladie allergique à 17 ans. Donc cette étude PATUR, elle dit quoi? Que la naissance et la vie à la ferme protègent contre les allergies, et non seulement contre les allergies, puisqu'en fait on avait un suivi médical très très précis, semaine après semaine, de la première année de vie. On a aussi pu montrer que ça diminuait les infections respiratoires de la première année de la vie, et ça c'est quelque chose de très intéressant, parce que parmi ces infections respiratoires aiguës de la première année de vie, il y a quand même un certain nombre de décès, et donc c'est à mettre en regard, bien sûr, des décès qui peuvent survenir chez les jeunes enfants à cause des contaminations du lait cru. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le lait cru ressort, mais vraiment franchement, c'est vraiment confirmé. La consommation de lait cru, mais aussi de beurre au lait cru et d'autres produits laitiers faits à la ferme ajoutent à l'effet, entre guillemets, lait cru. On a pu faire le lien, d'une part avec le système immunitaire, d'autre part avec l'environnement et la consommation, bien sûr, de lait cru. Alors avec le système immunitaire, je pense qu'une des choses très importantes, ça n'avait jamais été montré avant, c'est que, comme ça a été déjà dit avant à moi par M. Sellos, c'est l'orientation du système immunitaire, elle se sent avant même que le gamin ait sorti la tête du vagin de sa mère. C'est-à-dire que sur le sang de cordon, on voit déjà une orientation du système immunitaire vers plus de défense contre les agents infectieux et moins de prédisposition aux maladies allergiques. Donc ça, c'est un premier résultat qui est vraiment très intéressant. Ensuite, quand on les suit, à 3 ans et demi par exemple, on a pu montrer qu'effectivement, les lymphocytes qu'on appelle régulateurs, on les trouve plus chez les enfants des mères qui ont bu du lait cru et quand ils ont eux-mêmes bu du lait cru et consommé des produits au lait cru. Donc ce lien-là avec le système immunitaire, il est démontré. Lien aussi avec la biodiversité, la diversité des animaux. Les fermes où il y a des contacts avec plus d'espèces d'animaux de la ferme, il y a une protection supérieure à une ferme qui n'aurait que de la vache, par exemple. Donc, contact de la mère à plusieurs types d'animaux, contact de l'enfant quand il est tout petit, plusieurs types d'animaux, c'est mieux. Diversité des animaux. Diversité des microbes. On a trouvé constamment un lien entre la protection et la diversité des microbes. Donc c'est biodiversité qui va peupler le microbiote intestinal et autres. On est allé aussi un peu plus loin, on a essayé de voir évidemment dans le lait, et là, c'est pas non plus la quantité, c'est la diversité de la population microbienne des laits crus en question consommés par les enfants protégés. On a pu aussi montrer que la diversité précoce de l'alimentation, après le sevrage, contrairement à ce que disaient les pédiatres beaucoup, c'est-à-dire qu'il fallait retarder l'introduction d'aliments pour que les enfants soient moins allergiques, en fait c'est clair, comme de l'eau de roche. C'est au contraire quand on diversifie plus tôt qu'on protège mieux contre l'apparition des maladies allergiques. Et enfin, donc on a publié fin 2018, ça c'est le groupe français qui avait pris ça en main, mais on a exploité évidemment les données de toute la cohorte des 5 pays, avec notre collègue de l'INRA de Dijon, Sophie Nicklaus. Donc on a travaillé spécifiquement sur les fromages, et on a pu montrer que la diversité de fromages consommés par les petits, avant 18 mois, avait un effet protecteur, était associé à une protection
contre des maladies allergiques comme les allergies alimentaires et l'eczéma atopique. Vous savez, c'est l'eczéma des petits-enfants, là, catastrophe pour les familles qui ont des enfants avec cette affection, qui généralement disparaît avec l'âge, mais malheureusement pas toujours. Donc, effet protecteur de cette diversité de consommation, en fait, et on a montré que justement, consommer 3-4 sortes différentes de fromage était un facteur protecteur et pas tant la quantité, même si on s'aperçoit que, par exemple, c'est les enfants qui mangent pas de fromage du tout ou très peu, un type de fromage, qui ont le plus de rhinite allergique, par la suite évaluée à l'âge de 6 ans. Alors, si on parle un peu plus précisément du lait cru, bon, je vous ai dit que la diversité de la flore comptait, certes, mais la microbiologie n'explique pas tout. On ne peut pas expliquer l'effet des crus seulement par la diversité de la flore comparée aux autres laits, lait pasteurisé et lait UHT. En fait, on retrouve la qualité du lait et pas forcément sa richesse en micro-organismes. En tout cas, on a pu un peu tuer une idée reçue, c'est que effectivement les laits étaient sales. On a testé, parce que c'était une de nos hypothèses de départ, la quantité d'endotoxines. Alors les endotoxines, elles sont produites par les bactéries à gram négatif, en particulier les bactéries pathogènes, mais pas que. Mais elles sont souvent un test sur la qualité microbiologique du lait. S'il y a beaucoup d'endotoxines, a priori, c'est pas très bon. Et donc, une des premières études qu'on a faites tout au début de cette étude Pasteur, ça a été de tester les endotoxines dans le lait. Le lait des producteurs laitiers qu'on a étudié contient beaucoup moins d'endotoxines que la brique de lait UHT qui est ouverte dans le frigo, que ce soit des fermiers d'ailleurs ou des autres, mais la population témoin ne vivant pas à la ferme, a un lait plus sale, entre guillemets, en tout cas plus contaminé en endotoxines, que le lait des producteurs laitiers, le lait cru. Donc ça, bon, il fallait qu'on mette notre hypothèse endotoxine de côté. Et donc on a creusé un petit peu plus. Et, concernant la qualité du lait, il y a la qualité du côté des lipides. Et il est clair que le mode de production joue un rôle. Et nous, dans cette étude, on s'adresse surtout à des éleveurs de moyenne montagne, beaucoup de pâture, du foin, etc., peu d'ensilage. Et là, on peut voir que les oméga 3 ont un rôle à jouer. On les retrouve associés à la protection contre l'allergie. On a fait une étude plus récente sur la présence de butyrate, ça a été évoqué avant moi, et de propionate dans les selles des enfants, et on voit que ceux qui ont les taux les plus élevés sont ceux qui sont les plus protégés contre l'allergie. Donc il y a quelque chose à voir du côté des acides gras, c'est sûr. Par ailleurs, il y a des études connexes, si on veut bien, l'étude Gabriella, qui a plus travaillé sur le lait, les composants du lait, etc., et qui a pu montrer que les protéines, et surtout la nouvelle répartition des protéines qui se fait surtout après l'homogénéisation, dans le lait UHT, modifie assez considérablement les propriétés, d'une part allergéniques, mais ce n'est pas ce qu'on étudiait nous, mais certainement immunomodulatrices du lait cru. Le problème du timing, quand est-ce que les enfants doivent avoir ce contact avec le lait cru, avec la ferme, etc. Alors, je rappelle, la mère. La mère est importante et l'exposition de la mère pendant sa grossesse, visiblement, joue un rôle de starter qui est très important. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'à 6 ans, les choses deviennent stables et que donc on pourrait dire que c'est dans les 5 premières années
que les choses se jouent. Et donc c'est évidemment paradoxal, puisque par ailleurs on nous dit que c'est pendant la grossesse et pendant les 5 premières années de vie qu'il ne faut pas donner ces produits. Faut-il protéger contre un risque visible, très émotionnel mais rare, au risque d'accepter de ne pas protéger contre un risque qui est beaucoup plus important mais dilué dans le temps et pour lequel on ne peut pas cibler de coupable. Enfin, en tout cas, il faut faire ce boulot déjà d'analyse du bénéfice-risque et je pense que ça peut être notre première tâche.